Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission. Ce soir, mon invité, Christophe Wachter, qui est secrétaire général des MPI et ce depuis 15 ans. Il est aussi le président du Césaire depuis 5 ans. Donc vous l'aurez compris, avec lui, nous parlerons des entreprises, mais nous parlerons aussi des sujets d'actualité qui vous intéressent. Alors ça sera un autre regard, pas celui des élus, mais un regard qui, à mon sens, est aussi nécessaire. Christophe Wachter, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Ibis Boissé. Voilà donc beaucoup de sujets d'actualité, c'est vrai. Nous parlerons aussi des entreprises, mais tout d'abord, parlons de Monsieur Darmanin, qui fait couler beaucoup d'encre déjà de par ses propos. Oui, en effet, la déclaration de M. Darmanin a quand même provoqué quelques remous en Outre-mer, quelques réactions. Et c'est normal. Chez nos élus notamment ? Chez nos élus notamment, parce qu'ils étaient, je pense, visés par ce type de propos. Au centre de ces propos, il y avait cette revendication, cette demande de davantage d'autonomie, qui a été un petit peu encadrée, je pense, dans les propos de M. Darmanin, qui était un peu brutaux, je dirais, ces propos. Qu'est-ce qui vous a dérangé profondément ? Ce qui m'a dérangé, c'est le ton. Je crois que lorsqu'on s'adresse à des territoires, lorsqu'on s'adresse à des populations qui ont leur histoire, qui ont leur parcours au sein de la République française comme dans l'histoire, qui ont leur parcours au sein de leur propre région, on ne peut pas les regarder comme des populations qui sont avides de consommation, incapables de produire ce qu'elles consomment. Et on ne peut pas regarder, à mon avis, les élus comme des gens qui sont irresponsables ou alors incapables. Je pense qu'en 2-3 déclarations, il y a 2-3 cibles qui ont eu raison de se sentir visées et qui n'ont pas accepté d'être visées. C'était intéressant, je crois que les élus répondent. C'est intéressant de recadrer, mais ce qui est intéressant surtout, c'est d'en tirer des leçons. La vraie question à se poser, c'est comment qui que ce soit se permet de parler de nos populations, de nos élus de cette façon-là. Mais Christophe Wachter, permettez qu'on puisse aller un peu plus loin sur vos propos. Vous dites c'est normal que les élus puissent justement réagir. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est le premier à avoir justement malmené verbalement nos élus ? Non, c'est certes pas le premier. Quand on repart dans l'histoire. C'est certes pas le premier, c'est en fait le reflet d'une considération que ce qu'on appelle la métropole ou l'État central peut avoir sur ces territoires éloignés, sur les populations de ces territoires éloignés. C'est également le reflet de ce que ces territoires sont capables de répondre. À mon avis, c'est très positif ce qui s'est passé. Il faut le regretter, mais il ne faut pas le déplorer. Il faut en tirer 2 ou 3 leçons et peut-être se dire pourquoi ce ne serait pas la dernière fois qu'on se permet de nous parler de cette façon-là. Pourquoi ce ne serait pas, pour nous, l'occasion de prendre conscience. Il y a 2 sujets qui ont été cités. L'autosuffisance alimentaire, oui. La production d'énergie. Pourquoi la production d'énergie ? Rappelez-vous, le président Sarkozy qui avait parlé de l'autosuffisance alimentaire et qui avait un peu mis en avant aussi l'irresponsabilité de nos élus. Il avait parlé des manques qui jonchaient, rappelez-vous, à Petit-Bourg. Oui, il avait parlé des manques qui jonchaient les sols et qui ne comprenaient pas qu'on n'ait pas pu... Mais il avait poursuivi quand même en disant que bon, il ne comprend pas quoi. Que font nos élus. Plus récemment, un préfet de Guadeloupe avait cité ces 2 sujets pour dire que lorsqu'on est capable d'être indépendant sur ces 2 sujets-là, on a un peu plus de dignité. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors, si on nous parle d'énergie aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement vient de prendre une décision qui consiste à plafonner les augmentations de l'électricité de 15% pour les Outre-mer. Et donc, quelque part, lorsque le gouvernement accorde, par le biais de la péréquation, cette faveur, parce qu'il faut savoir que produire de l'électricité dans nos régions coûte 3 à 4 fois plus cher que produire de l'électricité en France, et pourtant on paie quasiment le même prix, parce qu'il y a un système de péréquation. Le gouvernement, lorsqu'il accorde et lorsqu'il pose un bouclier tarifaire sur l'électricité, il a l'impression d'accorder, je pense, une faveur, un souffle aux ménages, aux entreprises. Et une fois qu'il accorde ce souffle, il entend la revendication d'autonomie et il se dit, mais quand vous serez autonome, effectivement, vous allez faire comment là, quand votre électricité va vous coûter 4 fois plus cher. Et ça, il a le droit de le dire. On a le droit aussi de réfléchir sur ça. Mais le gouvernement dit en toile de fond, oui, mais si vous voulez de votre autonomie, il n'y a pas de souci. Hein.
Alors, ça a été dit plusieurs fois. Nous, on peut vous donner. Hein. Ça a été dit plusieurs fois, mais ça a été demandé encore plus de fois. Ça a été réclamé encore plus de fois. Le seul problème, à mon avis, par beaucoup d'élus, des élus en fonction, par beaucoup de mouvements politiques, par qui beaucoup ont réclamé l'autonomie de la Guadeloupe. Des mouvements culturels. Je pense que quand on écoute les voix qui viennent de Guadeloupe, on sait très bien qu'il y a une revendication de domiciliation du pouvoir, de davantage d'autonomie, etc. Oui, mais de quelle autonomie parle-t-on ? Je pense qu'il s'agit d'une autonomie politique. Parce qu'on parle beaucoup de pouvoir de décision, de territorialisation du pouvoir de décision. Je pense que c'est une autonomie politique. Par contre, l'autonomie politique, elle impose un certain nombre de règles, elle impose un certain nombre de conditions. L'autonomie politique, elle n'est certes pas possible avec autant d'élus. Elle n'est certes pas possible avec un tel millefeuille institutionnel, parce qu'elle coûterait trop cher en termes de fonctionnement. On a aussi beaucoup d'élus qui passent sur ce plateau, qui disent pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, il faut régler les problèmes récurrents de la Guadeloupe avant de parler d'autonomie ou même d'évolution institutionnelle. Alors, est-ce que, selon vous, vous qui avez affaire aux entreprises, etc., est-ce que, selon vous, si la Guadeloupe est autonome, les différents problèmes rencontrés par les entreprises et autres seront réglés? Non. Je pense qu'il y aura toujours une compétition sur le terrain économique. Et elle ne sera pas plus difficile ou plus simple avec un cadre politique autonome. Je crois qu'il faut, lorsqu'on ira, ou si un jour on va vers cette autonomie, il faut pouvoir préserver un rapport de confiance. Il faut aussi pouvoir sécuriser, rassurer les acteurs économiques. Les acteurs économiques, s'ils sont d'un cadre réglementaire ou législatif qui leur semble incertain, fragile, s'ils ont le sentiment que n'importe quel élu, parce que c'est ce qui a été dit, je crois, au début des années 2000, que tous les pouvoirs seraient concentrés dans des mains, dans une seule main, et que ça, c'était une insécurité pour les acteurs économiques. Je pense que c'est le rapport de confiance qui va faire la différence à ce moment-là. Et je pense que cette autonomie, il faut non seulement qu'elle soit voulue par l'ensemble de la Guadeloupe, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a un certain nombre de démarches qui se passent en ce moment même sur ce territoire pour permettre aux populations de s'exprimer, pour faire des démarches citoyennes, pour faire remonter des idées, pour prendre le pouls de la population. Moi, dans ma vie professionnelle, qui remonte à peu près 25 ans, je me suis investi très tôt sur ce sujet de l'autonomie. J'étais secrétaire du comité de suivi pour un projet guadeloupéen, notamment, au début des années 2000. On a élaboré un projet de société pour la Guadeloupe avec des forces politiques. Ça a donné lieu à un référendum qui a eu lieu le 7 décembre 2003. Donc, qui a été un fiasco selon certains. Alors, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait, mais ce sont des résultats qui, j'espère, qui ont permis à beaucoup de Guadeloupéens de s'interroger. Est-ce que le cadre actuel est convenable? Est-ce que la façon dont les décisions sont prises, est-ce que c'est convenable? Est-ce que pour avoir davantage de responsabilités, il ne faut pas rationaliser la prise de décision? La rationaliser veut dire peut-être ne pas en faire un débat avec conseillers régionaux plus conseillers départementaux. Ça fait près de 100 élus. On est à 95 ou 96 élus, je crois. Lorsqu'on rassemble tout ça sur 380 000 habitants, des élus de collectivités majeures qui sont au nombre de 100, on se rend bien compte que ce n'est pas quelque chose de courant. Lorsqu'on regarde le coût d'une prise de décision dans un territoire qui a notre format, on est vraiment bien doté en élus. Alors quand on est bien doté en élus, ça donne quoi? Ça donne des élections très récurrentes. Des élections très récurrentes parce qu'il faut mettre des personnes sur des cantons, il faut mettre des personnes sur des listes régionales, il y a des municipales. Oui, mais ça arrange beaucoup. Ça arrange qui? Ça arrange qui? Pour moi, ce sont des frais. Pour moi, ce sont des espaces démocratiques qui n'en sont pas vraiment. On se rend bien compte de ça, une majorité, une opposition, un nombre d'élus énorme. Je crois que pour rationaliser les choses, surtout dans la période dans laquelle on vit maintenant, il faut commencer par rationaliser la dépense publique. Et rationaliser la dépense publique, c'est peut-être revenir sur le nombre d'élus. Rationaliser tout ça. Avoir plus une proximité entre les populations et leurs élus. Quels sont les élus, en tout cas, quels sont ceux qui sont aujourd'hui aux affaires qui voudront justement qu'il y ait moins d'élus? Alors ceux qui auront peut-être un regard objectif sur la façon dont les décisions doivent être prises de façon rationnelle sur ce territoire. Si le principe c'est avoir son siège, garder son siège, ne pas lâcher son siège, et même trouver des arguments pour dire qu'il ne faut pas évoluer parce qu'on veut individuellement garder son siège, je pense qu'on est un peu mal barré.
Je crois que c'est le travail quand même des intellectuels, des universitaires, de la société civile et des élus eux-mêmes que d'expliquer qu'aujourd'hui, en 2023, avec cet objectif de réduction des dépenses publiques, avec ces incohérences au niveau de la gestion de nos politiques publiques, avec ces mises en accusation qui sont des mises en accusation un peu trompeuses. On se dit les élus, les élus, les élus, mais on ne sait même plus qui exactement, qui fait quoi. Je veux dire, même des observateurs comme vous, Yves Boissé, de la classe politique guadeloupéenne, vous ne connaissez pas tous les élus des collectivités majeures, avec leur nom, leur prénom, leur fonction, l'origine de leur territoire. Je ne dis pas qu'il faut en supprimer, hein. Je dis simplement qu'il me semble... Oui, mais de toute façon, si on veut arriver à cela, il faudra en supprimer. Une réforme, c'est une réforme. Une réforme, c'est une réforme. Oui. Une réforme, c'est une réforme. Après, cette réforme, elle va se faire au détriment... Une réforme fait toujours mal. Pas forcément. Une réforme, c'est pour aller vers le mieux. Alors, évidemment, il y a des dommages collatéraux. Mais si on fait une réforme, c'est pas pour se faire plaisir. C'est parce qu'on a fait des calculs budgétaires. C'est parce qu'on veut être plus efficace. Et c'est parce qu'on veut aussi peut-être ressembler à des territoires qui nous montrent qu'ils ont des performances par rapport à nous, notre format qui est un petit peu lourd à porter pour prendre des décisions publiques. Donc, je pense que c'est pour ça que ce sujet est dans l'air depuis plus de 25 ans. Et il va le rester encore tant qu'on n'aura pas pris cette décision franche et de façon objective. Si la considération, c'est de garder son siège pour chacun, je pense que ce n'est pas la peine d'en débattre. Alors, est-ce qu'il faudrait que ce soit un gouvernement qui prenne la décision radicale de mettre de l'ordre dans tout cela? Non, parce que je crois que la Constitution française a prévu que les choses se passent différemment. La Constitution française a institué un congrès des élus départementaux et régionaux qui peut faire des propositions d'évolution institutionnelle, qui peut faire des propositions de répartition de compétences entre des collectivités qui peuvent être créées, qui n'existent même pas encore. Donc je pense que la Constitution a organisé les choses. Mais est-ce que le gouvernement ne peut pas imposer si ça n'avance pas? Parce qu'on voit tous les discours des ministres, etc., convergent vers le sens où il faudrait une autonomie pour nous et pour d'autres, il faudrait une autonomie. Donc si les élus ne bougent pas, est-ce que le gouvernement, lui, ne peut pas justement poser son veto sur cette question? Alors il faudrait, à mon avis, une réforme constitutionnelle, ce qui est un gros chantier au niveau du Parlement français. Et je ne pense pas que ce soit prévu. J'ai l'impression que le gouvernement, de toute façon, n'a peur de rien, quand on regarde bien. Oui, mais peut-être pas manquer et violer la Constitution française. Moi, je pense que les choses sont établies de cette façon-là. On a donné au territoire une formule pour qu'elles s'expriment et qu'elles fassent leur choix. On a déjà eu à peu près 17 congrès. Un congrès est là pour faire un choix, en fait. Vous savez que le gouvernement a des ficelles, quand même, qu'on peut actionner pour pousser à faire ce qu'il veut. Non, moi je suis un juriste publiciste, je reste vraiment dans le cadre de la hiérarchie des normes, la Constitution, la loi, si les règlements. Si on peut vous faire un chantage par un biais que vous connaissez bien, il y a des choses, des leviers qu'on peut actionner pour vous pousser à faire quelque chose, quand bien même vous ne seriez pas totalement décidé à faire. C'est fort possible, mais je n'y crois pas. Ça reste de la politique fiction. Moi, je fais confiance à ce cadre constitutionnel et à la façon dont le gouvernement est obligé de le respecter. Alors évidemment, on peut tout bousculer un jour, on peut tout imaginer en termes de politique fiction, mais je préfère raisonner par rapport à un cadre constant. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de pression? Oui, il y a des moyens de pression, bien sûr, il y a des moyens de pression. Lorsqu'on parle de toucher à certains instruments fiscaux, dispositifs fiscaux, ce sont des moyens de pression. Mais ce sont des moyens de pression qui doivent faire réagir localement. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est la façon dont on réagit par rapport à un certain nombre de phénomènes qui sont exogènes. J'observe toujours les réactions. Alors là, j'ai vu une réaction des parlementaires, je trouve ça très intéressant, de point de vue littéraire, très bien orienté, avec des points de repère historiques très bien orientés. Mais au-delà de cet aspect communication, moi, j'aimerais qu'il y ait, quelque part, une dynamique entre les politiques, quels qu'ils soient, et qu'ils trouvent un moyen de faire une proposition intéressante à la fois à cette population et à la fois au gouvernement, et rentrer dans un train qui va nous amener vers une évolution qui va nous permettre d'avoir un schéma qui corresponde aux enjeux du moment. Et j'ai un peu le sentiment qu'on est en train de préserver des choses, craindre des choses, contester des choses. On préserve des sièges, ça on l'a dit. On craint, qu'est-ce qu'on craint? On craint de perdre un certain nombre d'avantages. On craint de perdre un certain nombre de largesses. On craint de perdre un certain nombre de boucliers tarifaires. On craint de perdre ce que peut craindre une société de consommation. Il
fondamentalement, ce que je déplore, c'est qu'on soit devenu une société de consommation. Une société de consommation n'est et ne sera jamais une société qui sait s'orienter politiquement. Une société de consommation, elle va bouger pour réclamer des prix bas. Moi, ce que je déplore en tant que secrétaire général des MPI, qui défend théoriquement la production locale, c'est que lorsqu'on réclame des prix bas, on réclame des prix bas sur des produits importés. Et je pense que c'est ce comportement de consommateur qu'on a tendance à avoir de façon globale, où on ne développe pas notre tissu productif, où on ne défend pas notre tissu productif, où on ne montre pas qu'on préfère nos produits locaux par rapport aux produits importés. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est un comportement de consommateur. Alors, je ne saurais pas vous expliquer un comportement de consommateur. Je pense qu'un consommateur est conditionné. Par quoi ? Par la culture du prix bas. Parce que plus il achète des produits à des prix réduits, plus il peut en acheter. Le but d'un consommateur, c'est de consommer. Oui, mais lorsqu'on voit, on regarde le contexte socio-économique, lorsqu'on regarde les revenus des ménages, les revenus moyens des ménages, lorsqu'on regarde tout ça, est-ce que le consommateur a le choix oui, le consommateur de ne pas viser les prix bas? Oui, le consommateur a le choix. Quand on regarde le porte-monnaie de la ménagère? Le consommateur a le choix. Pourquoi? Pourquoi dites-vous cela? Le consommateur peut orienter sa consommation sur des produits locaux. Les produits locaux ne sont pas plus chers. Le consommateur a un comportement de consommateur occidental. Alors que nous avons, et on l'a vu d'ailleurs en 2009, le retour des marchés de proximité. Les marchés de proximité, c'est une façon de consommer, à la fois de consommer tout près de chez soi, de consommer directement en achetant chez le producteur, de réduire les marges, de réduire le nombre d'intermédiaires et peut-être de réduire les prix. Et plus il y aura des marchés de proximité, plus notre production agricole locale va s'écouler. Il y a un deuxième sujet que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle le complexe agro-industriel. Parce que je viens de vous le dire, je représente également les moyennes et petites industries. Notre complexe agro-industriel, la façon dont on arrive à transformer des produits locaux pour en faire des biens de consommation au niveau alimentaire. Il faut défendre notre complexe agro-industriel. Ça, pour moi, l'avenir de notre pays passe absolument par là. Oui, mais Christophe Wachter, j'entends bien, mais lorsqu'on compare certains prix, le consommateur guadeloupéen, il préfère acheter du congelé qui coûte moins cher que du frais. Lorsqu'on compare, il y a quand même, et ça, il faut peut-être pousser le Guadeloupéen à consommer local, mais il faut quand même dire qu'il y a des produits qui sont moins chers quand on va au supermarché plutôt que d'aller sur les petits marchés locaux, plutôt que d'aller sur les marchés du vendredi ou du mardi, des marchés, on va dire, qui sont souhaités et demandés par les Guadeloupéens eux-mêmes. Mais lorsqu'ils comparent quelquefois, il faut dire que c'est plus cher parce que peut-être que sur les produits utilisés pour la production sont plus chers, etc. Mais on ne peut pas dire que les produits locaux de but en blanc ne sont pas plus chers. Ça, alors, il faut quand même dire qu'il y a des produits locaux plus chers. Un marché de dégagement pour des marchés qui produisent à très grande échelle et qui réalisent des économies d'échelle. Vous avez des produits qui sont vendus ici quasiment à perte, mais qui permettent de capter des parts de marché. Et en orientant le consommateur sur des produits qu'on vend à perte, effectivement, on fait du bénéfice sur eux, mais nous, ça nous empêche de développer notre économie. J'ai envie de dire aussi que le consommateur n'est pas uniquement à l'affût de consommation de produits de mauvaise qualité, congelés, etc. Le consommateur, il est aussi responsable. La responsabilité et du consommateur, et du citoyen, et de l'électeur, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut qu'on porte très haut dans ce pays-là. Il souhaite consommer local, mais quelquefois, il ne le peut pas. Je pense qu'il le pourrait. Très honnêtement, je pense qu'il le pourrait. Lorsqu'on va regarder le poulet, par exemple, quand vous avez un territoire comme la Guadeloupe, où le marché du poulet est envahi par du poulet congelé, importé, on ne peut pas développer notre production locale. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs fiscaux qui permettent d'avoir une vraie politique économique. Et il faut qu'il y ait une volonté sur plusieurs années de développer notre poulet. L'île de la Réunion a réussi à le faire. Il n'y a pas une aile, il n'y a pas une patte, il n'y a pas une cuisse de poulet qui rentre à la Réunion et qui vient de l'importation. La Réunion est autosuffisante en poulet. Ça a pris 30 ans aux acteurs, aux politiques de la Réunion, 30 ans, mais ils sont devenus autosuffisants en poulet. Un Réunionnais mange du poulet réunionnais, un point, c'est tout. Il n'y a aucun autre poulet qui rentre sur son territoire. Je pense que nous, on a un petit peu de mal à faire des plans de développement
sur des périodes aussi longues, en fait. Parfois, il faut 30 ans pour développer quelque chose ou pour faire une politique d'import-substitution, comme on le dit. Il faut 30 ans pour installer le poulet ici. Le travail a commencé, il y a des opérateurs qui travaillent. C'est aux consommateurs de soutenir ça, c'est aux consommateurs de vouloir ça également. Ouais, donc c'est aux consommateurs de faire l'effort pour essayer de soutenir la production locale, en clair, c'est ça. À mon avis, plus la production locale, pour prendre l'exemple du poulet, plus la production locale de poulet va gagner des parts de marché, plus les prix vont baisser. Le jour où on sera à 50-50 en poulet, là on va faire la bascule et la consommation locale va l'emporter sur le poulet importé. Mais qui peut décider ça? Ce ne sont pas les politiques, ce ne sont pas les importateurs, ce sont les consommateurs. Les consommateurs sont les maîtres du jeu. Sont les maîtres du jeu. Le consommateur, je le répète, c'est quelqu'un qui a un pouvoir d'achat, qui fait des choix de consommation. Le consommateur, pour moi, n'est pas quelqu'un qui recherche nécessairement le prix le plus bas et pour n'importe quelle qualité de produit. Le consommateur a du pouvoir d'achat. Il y a différents niveaux de consommateurs. Porter un secteur économique sur un territoire, ça implique que des consommateurs veuillent défendre un segment de leur économie. Et comme je vous dis, ça prend 30 ans. Il ne s'agit pas de se dire, je vais prendre un panier, je vais faire des courses maintenant, et je vais acheter que des produits locaux, et je vais en sortir en disant, Christophe Wachter a raison, c'est moins cher, et tout ça. Non. On peut développer, on parle de développement, le développement se fait sur du long terme, avec des dispositifs fiscaux et une volonté politique qui porte ça. Et cette volonté politique, à mon avis, elle doit être, dans notre cadre actuel, voulue par des autorités politiques locales et encadrée par des autorités politiques nationales. Et c'est un schéma qui a l'air un petit peu théorique, mais je vous assure que je crois que le développement passe par cela. Alors, au-delà, que pensez-vous de l'affaire chlordécone? Parce que ça aussi, consommer local, j'entends bien, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une méfiance vers tout ce qui est local par rapport au problème chlordécone? Il y a certainement un peu de ça. Il y a certainement un peu de ça, mais encore une fois, sur notre territoire, nous avons des autorités sanitaires qui ont des responsabilités. Ces responsabilités, c'est d'expliquer à la population, c'est d'être transparent sur les produits qui sont consommés, sur les produits qui sont vendus. Et je pense qu'il faut faire confiance aux autorités sanitaires. Il ne faut pas être, à mon avis, un citoyen sceptique en permanence. On veut nous faire consommer trop cher, on nous a empoisonné au chlordécone, donc on est contre tout et on ne négocie plus. On est contre tout le monde. Dès qu'il y a une autorité, on est contre. Ce système de contestation de l'autorité, quelle qu'elle soit, me semble être un petit peu à l'origine de la défiance globale qu'on a chez nous sur notre territoire. Je crois que mais on a le droit d'avoir peur quand même de ce problème chlordécone quand on bien se sûr, dit que bien sûr. On a été pollué, on a eu, on peut avoir des problèmes de santé à court, moyen ou long terme. On peut quand même tenir les choses avec quelques pincettes. Il faut être prudent, mais il faut également réclamer, et c'est le rôle, je crois, des sociétés civiles, c'est le rôle des élus, réclamer de la transparence sur ces questions-là, réclamer que les populations soient informées et qu'on n'aggrave pas notre cas. À mon avis, et je reviens sur le premier sujet que vous avez évoqué, pourquoi il y a cette susceptibilité lorsqu'un ministre vient nous tenir des propos de cette nature? C'est parce qu'on sait très bien qu'en plus de ce qu'on entend là, on est traité d'incapable, on est quand même déjà une population qui vit sur une terre polluée, sur du long terme, et on ne peut pas entendre n'importe quoi. Donc on estime aussi que quelque part, on a droit ou on mérite une certaine, j'allais dire bienveillance, mais je préfère dire un certain respect. Est-ce que le fait d'avoir été pollué au chlordécone, c'est une preuve d'irresponsabilité de la part de nos décideurs? Ça ne se limite pas à ça. Moi, je pense que ce qu'il a emporté sur ça, c'est le profit à tout va, la productivité à outrance. On a été des victimes de ça. Je crois que les décideurs de l'époque n'avaient peut-être pas les moyens de mesurer les conséquences de leurs actes ou de leurs décisions. À mon avis, s'il y avait une personne qui avait conscience des conséquences de l'utilisation de ce poison sur ce territoire, je pense qu'elle... Mais il y a eu des alertes. De toute façon, à l'époque, il y a eu des alertes. Des alertes, mais on n'écoute pas les alertes. On n'écoute pas les alertes. Comme je vous dis, on est dans une société de la contestation. Donc, tout est possible, tout est permis, tout est transgressé ici. On le voit sur la route tous les jours. Tout est transgressé. Donc, quelque part, il y a peut-être eu des alertes, mais les autorités n'avaient pas le pouvoir, effectivement, d'interdire ça. Et je pense que la relation entre les autorités nationales qui ont peut-être signé des autorisations et les autorités locales
qui n'ont pas eu la conscience de la gravité du phénomène, donnent la situation d'aujourd'hui. Donc nous sommes des transgresseurs de tout. Alors, je crois que l'état de notre société actuelle, oui, c'est parce qu'on a transgressé beaucoup de choses. Il y a des responsabilités qui n'ont pas été prises à tous les niveaux, pas que chez nous. Je crois que le vrai sujet, c'est celui qu'on évoquait encore, comme je vous dis au début de cette émission, c'est la relation entre la décision lorsqu'elle est prise au niveau central et sa traduction au niveau local. Et lorsqu'on parle de territorialisation du pouvoir de décision, c'est cette relation qu'on essaie de reconsidérer, parce qu'on sait que cette relation, elle a laissé des stigmates dans l'histoire et des choses qu'on porte même dans nos corps, en fait. Et c'est à partir de là qu'il faut, à mon avis, il faudra combien de temps pour qu'on s'en débarrasse? Je ne saurais vous le dire. Bâtir une conscience politique locale qui soit une majorité capable de vouloir un projet d'évolution qui soit rationnel et qui aille au-delà de la simple « je veux garder mon siège », ça peut prendre beaucoup de temps. Je m'intéresse à ce sujet-là depuis 25 ans, comme je vous le dis, depuis la déclaration de Basse-Terre, pour être précis. Depuis 25 ans, je vois qu'on essaie de réinventer les mêmes choses. Je vois qu'on essaie d'aller dans les mêmes directions. Je vois qu'on reprend les mêmes débats. Est-ce qu'il faut deux assemblées, une seule assemblée, avec quel pouvoir? S'il y a un seul pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Quelles compétences pour l'assemblée? Quel partage de compétences entre le niveau local et le niveau central? Ce sont de vrais sujets. Depuis 25 ans, je pense que ces questions-là auraient déjà pu être tranchées. Je pense qu'on aurait déjà pu avoir des positions presque unanimes et que tous les responsables, qu'ils soient économiques, politiques, sociaux, culturels, auraient déjà pu s'accorder autour d'un schéma quelconque. Aujourd'hui, on remet le débat sur la table, mais c'est intéressant de constater que ce sont les mêmes personnes qui vont en redébattre avec les mêmes arguments. Et donc là, quelque part, ça doit interroger, à mon avis, notre population et notre opinion publique. Merci Christophe Wachter d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission politique. Excellente soirée.